Moi, Baba Mal, je suis panafricaniste. C'est pourquoi je regarde et je suis Amani TV. C'est la télé du continent africain. Suivez Amani comme moi. Merci. Bonjour. Au nom de Amani TV et de tous ses partenaires, et au mon nom propre, donc Hamzat Boukari Yabara, historien, auteur de Africa Unite, une histoire du panafricanisme, je souhaite à toutes les Africaines et les Africains une bonne fête en ce 25 mai, qui est la Journée mondiale de l'Afrique, anciennement Journée de la libération africaine. C'est une date, le 25 mai, qui renvoie évidemment au 25 mai 1963, la date de création de l'Organisation de l'Unité africaine à Addis Abeba. C'est une date qui également nous renvoie à bientôt 6 décennies d'histoire et de tentatives pour construire un panafricanisme, une unité africaine qui aille dans le sens de la préservation des intérêts des peuples africains et également dans le sens de notre développement global en tant qu'Africains. Cette histoire du panafricanisme, nous l'avons abordée à travers ses origines, à travers les défis de l'unité africaine au moment de l'indépendance, avec les différents regroupements, à travers également quelques-unes de ces grandes figures qui nous ont laissé beaucoup de choses en héritage et sur lesquelles nous devons nous appuyer pour nous projeter dans cette continuité du XXIe siècle. 60 ans ou 59 ans d'unité africaine du point de vue de l'OUA, ce sont des victoires et des échecs. Ce sont des avancées et des reculs. L'une des grandes avancées, c'est la libération physique du continent africain de la domination coloniale, qui a pris fin au tournant des années 90 avec la chute de l'apartheid, qui a notamment mobilisé toutes les forces de libération africaines autour de symboles comme celui de Nelson Mandela, comme celui de Steve Biko, comme celui également de Winnie Mandela ou de Miriam Makeba. Mais également, ce sont également des tentatives pour faire en sorte que l'Afrique puisse parler d'une seule et unique voix. C'est dans ce contexte-là qu'en 2002, dans le cadre d'une refonte institutionnelle, l'OUA avait cédé la place à l'Union africaine. La dynamique avait été largement enclenchée par le guide libyen Mouammar Kadhafi, qui à l'époque s'inscrivait dans un retour sur la scène internationale et continentale et qui avait compris en tant que leader d'un pays d'Afrique du Nord que cette Afrique du Nord ne pouvait pas faire abstraction de son destin africain, de son destin continental. Beaucoup de péripéties sont survenues depuis les 20 ans que l'Union africaine a été créée. Il y a eu évidemment dans les années 2010 la guerre de Libye qui a détruit ce pays et qui a également privé l'Union africaine de l'un de ses principaux financiers africains. Puisque l'un des défis que nous avons, qui se pose au niveau de nos États, qui se pose au niveau de notre unité, eh bien, c'est de financer le panafricanisme. Là, nous pouvons nous appuyer sur une longue histoire. Le panafricanisme n'est pas né il y a 60 ans, il est né il y a plus de 2 siècles, et pendant très longtemps, nos ancêtres se sont mis ensemble pour s'autofinancer. Ils ont développé des activités économiques qui leur permettaient de financer des congrès panafricains, qui leur permettaient de se réunir dans différents lieux, qui leur permettaient d'exprimer dans leurs activités économiques, dans leurs activités publiques, cette fibre panafricaine et cette volonté de voir l'Afrique libre et debout. Cette sensibilité, on l'a retrouvée dans ce début de XXIe siècle, dans l'émergence également des sociétés civiles. Les sociétés civiles qui se saisissent de différents enjeux, de différentes thématiques, qui sont souvent des enjeux transnationaux, des questions de démocratie, de gouvernance, de développement, de lutte contre les inégalités, etc. Tous ces éléments-là sont plus ou moins communs à la quasi-totalité des pays africains. Cela veut dire que nous sommes, de part et d'autre de nos frontières, confrontés généralement aux mêmes difficultés, avec parfois des particularités qui sont liées au positionnement géographique. La situation des États enclavés n'est pas la même que celle notamment des États sur le littoral. La situation des pays densément peuplés, comme le Nigeria, n'est pas la même que celle de pays qui sont largement confrontés à une discontinuité de peuplement. La situation de puissances africaines, comme l'Éthiopie, comme l'Afrique du Sud, comme le Nigeria, comme l'Algérie, n'est pas la même que celle de pays qui souffrent effectivement de difficultés macroéconomiques. Donc il y a, je dirais aujourd'hui, une Afrique à plusieurs vitesses. Il y a une Afrique à plusieurs zones d'influence
il y a une Afrique qui a été divisée par l'histoire et dont on voit encore aujourd'hui, quelque part, les héritages de la période coloniale. On le voit de la manière la plus évidente dans le découpage dit linguistique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le continent africain, au-delà de son rêve et de son projet d'unité, est partagé entre une Afrique qui est liée à la francophonie, une autre qui est liée au Commonwealth, une autre qui est liée à la Ligue arabe, une autre qui est liée à la lusophonie, etc., etc. Ce sont autant de questions qui ont été débattues dans le passé et qui continuent aujourd'hui de poser des interrogations quant à la capacité précisément de nous fédérer autour d'un objectif commun. Cet objectif commun devrait être celui de la survie, devrait être celui de la capacité à nous défendre et à être dissuasif dans notre manière de nous rapporter au monde. Et c'est dans ce contexte-là également que la diaspora, sur les 20 dernières années, a également apporté sa contribution. La diaspora est devenue notamment la 6e région de l'Union africaine. Et donc nous avons aujourd'hui un continent divisé en 5 régions, le nord, le centre, l'est, l'ouest et le sud, et une diaspora qui constitue une 6e région. Cette diaspora contient plus de 200 millions de personnes. Beaucoup sont notamment dans les Amériques, notamment au Brésil, qui est le premier pays africain au niveau de la diaspora. Et beaucoup sont également en Occident, en Europe, et s'inscrivent dans une nouvelle catégorie sociale qui est la diaspora territorialisée. Il y a une diaspora historique qui est liée à la traite et il y a une diaspora qui est liée à la situation post-coloniale de nos États. Et donc nous avons, je dirais aujourd'hui, un panafricanisme qui se déploie et qui se replie. Nous avons un panafricanisme qui est présent dans différents lieux, mais qui est en même temps absent dans la plupart des lieux. Et c'est cette difficulté aujourd'hui, je pense, qui doit être posée sur la table. Comment faire du XXIe siècle le siècle du panafricanisme? Pour y arriver, il est important, probablement, que le panafricanisme soit davantage travaillé au niveau, notamment, des instruments médiatiques et au niveau également des universités. Donc la question de la production de savoir, la production de sciences, la production d'histoire, la production tout simplement de contenu. Nous avons le contenant, nous avons le continent le plus riche du monde, nous avons la démographie la plus importante de ce XXIe siècle, le contenant est là. L'enjeu, c'est d'y mettre du contenu. Et c'est dans ce sens-là que l'histoire du panafricanisme est l'encyclopédie, la ressource la plus idéale pour mettre en place cette dynamique-là. Comment la mettre en place? Eh bien, tout simplement, je dirais, en mobilisant, en sensibilisant et en travaillant sur un certain nombre d'axes. L'un de ces axes, c'est l'axe culturel. Il y a au niveau de l'Union africaine ce qu'on appelle une charte de la renaissance culturelle africaine. Il y a un travail qui est à faire sur nos cultures pour savoir qui nous sommes réellement. Qu'est-ce que l'Afrique? Comment pouvons-nous répondre à ce défi que Kwame Nkrumah a posé, à savoir celui de la personnalité africaine? Lorsque les grands ensembles géopolitiques se réunissent pour traiter des grandes questions, quels sont les critères qui doivent être mis en place là où l'Afrique s'assied? Donc la question de la personnalité africaine, elle est essentielle. La question également de notre modèle de développement économique. Là aussi, c'est un des grands enjeux qui se posent au niveau du continent africain parce que ce qui, quelque part, nous divise, c'est la difficulté de déterminer notre intérêt commun et notre objectif commun sur le plan économique. Pendant 40 ans, l'Afrique a été divisée entre ceux qui étaient du côté de l'Est et ceux qui étaient du côté de l'Ouest. Lorsque le mur de Berlin est tombé, lorsque l'Afrique du Sud a été libérée, nous sommes entrés dans une logique plutôt néolibérale, qui est fondée principalement sur les logiques de marché, les logiques de croissance économique. Et dans ce contexte-là, l'Union africaine et l'OUA ont produit des mécanismes comme le nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, ou encore plus récemment, cette zone de libre-échange économique continentale africaine qui vise à faire du continent africain un vaste marché de libre-échange. Néanmoins, pour que nous ayons vraiment les profits de ce marché du libre-échange, il est important que nous soyons en capacité de produire ce dont nous avons besoin nous-mêmes, et donc de nous industrialiser, et donc de nous développer. Et ça touche précisément aux enjeux et aux défis de l'unité africaine au XXIe siècle. Comment nous développer
économiquement, culturellement, industriellement, sans rentrer dans un mimétisme qui jusqu'à présent ne nous a pas permis de construire cette unité et cette souveraineté. Comment, autour de l'idéal de l'unité africaine, construire des réalités, aborder des réalités qui font que nous avons encore trop de divisions à l'intérieur du continent africain? Comment expliquer que nous ayons des pays où nous nous en prenions encore aux voisins d'à côté, alors que nous devrions lui tendre la main? C'est la question, probablement, de la réduction des inégalités et des richesses qui sont à redistribuer au niveau du continent africain. Ce travail-là, il ne peut être fait effectivement que par une conscientisation des uns et des autres, par également une capacité, je pense, des sociétés civiles, des différentes organisations, des partis politiques, des différents mouvements à s'approprier le panafricanisme. Et c'est précisément ce à quoi la journée du 25 mai doit servir. Ça doit être la journée fondamentale du panafricanisme. Mais pour sortir justement de cette journée unique, ou de ce système de journée internationale où on ne consacre qu'une journée dans l'année à tel ou tel thème, il est important que dorénavant, nous fassions de chaque journée la journée de l'Afrique, la journée du panafricanisme. Cela nécessite que lorsque chaque Africaine, chaque Africain se lève, chaque jour que Dieu fait, il se pose la question de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour l'Afrique. Et que lorsqu'il se couche et qu'il invoque ses ancêtres, il doit demander à ses ancêtres, ai-je rempli ma mission ou l'ai-je trahi? C'est très important et c'est de cette manière-là que nous allons créer une nouvelle génération d'Africaines et d'Africains qui feront vraiment de ce 25 mai, journée internationale de l'Afrique, une journée quotidienne qui nous permettra de construire une Afrique unie, libre, forte, souveraine et autodéterminée. C'était donc le message de cette émission, cette 4e émission de Spécial Panafricanisme autour du 25 mai, d'amener chacun d'entre vous à réfléchir sur les enjeux qui se posent au niveau de notre continent, au regard de la longue histoire que j'ai esquissée lors des émissions précédentes, en espérant évidemment que ce qui vous aura été présenté vous donnera l'envie d'en savoir plus dans les jours, les semaines et les mois prochains. Au nom donc de Amani TV et de tous ses partenaires, je vous souhaite encore à tous et à toutes une très bonne journée internationale de l'Afrique. Merci beaucoup.